Salut à tous, on va plonger dans le monde numérique, digital, le monde de la donnée, le monde des data centers. Mais alors justement, il faut être précis, on va démarrer avec ça. Samy Slim, bonjour Samy. Bonjour Stéphane. Alors d'abord, Téléhouse France appartient à un groupe japonais que je ne connaissais pas, Oui. KDDI. Oui, c'est Qui a l'air d'être un sacré truc quoi quand même. le Orange du Japon. Comment ça, c'est le Orange du Japon? C'est un opérateur télé? Un opérateur télécom, un géant des télécoms, qui est là depuis les années 70 et qui en fait a créé cette marque de data center séparée au moment du dégroupage des télécoms, quand les gros monopoles nationaux se sont cassés, de manière à proposer un terrain neutre à l'ensemble des opérateurs pour se retrouver et échanger de la donnée de manière neutre. Donc moi je suis SFR, je n'ai pas envie d'aller dans le data center de Orange. On est d'accord. Pour échanger mes données avec mes clients. Donc voilà la marque neutre, le terrain de jeu neutre, la place de marché neutre qui permet à ces clients-là de s'interconnecter. Mais pour être bien précis, data center, vous n'opérez pas le cloud, ce fameux cloud aujourd'hui qui occupe nos journées. Ça, c'est le métier de nos clients. Voilà. Donc nous opérons des bâtiments ultra sécurisés sur lesquels on assure l'électricité, la climatisation, la sécurité physique et l'arrivée des fibres optiques. Et à partir de là, finalement, on crée, moi, ce que j'aime bien appeler le Rungis du numérique. C'est-à-dire l'offre et la demande qui se rapprochent l'une de l'autre et qui font des transactions sécurisées et pas chères, enfin en tout cas économiques. Il y a quand même, il n'y a pas une technologie particulière. Bon, l'un de vos clients, en l'occurrence Octave Klaba, OVH, racontait qu'il était très très fier d'avoir designé lui-même ces data centers. Je veux dire, il y a quand même des éléments qui peuvent faire que le data center va, pardon, je dis n'importe quoi, plus ou moins vite et plus ou moins efficace. C'est juste. Alors, il faut savoir aussi dissocier les styles de data center. Donc, une donnée, ça se traite, ça se stocke et ça s'échange. Donc il y a des data centers qui sont spécialisés dans le traitement et dans le stockage, notamment ceux de OVH, qu'il a designé lui-même, qui sont extrêmement efficaces et qui sont franchement brillants. Nos data centers, ce Téléhouse, ce sont des data centers de transit de données. Ça veut dire là où la donnée s'échange entre un client A et un client B. Si vous voulez regarder cette vidéo-là qu'on est en train de filmer, elle doit être en face d'une box de quelqu'un qui va la regarder. Eh bien, cette interconnexion se passe dans des data centers qui sont ceux de Téléhouse aujourd'hui. Si bien qu'aujourd'hui, on fait transiter la moitié du trafic Internet national dans nos data centers en France. Quand même. Et oui, 50% du trafic de Peering est dans nos data centers. Dans les data centers de Téléhouse. Parisiens. Et il y a du software derrière tout ça, alors, quand même. Alors, il y a effectivement un pilotage de ces fameuses interconnexions, de manière à ce que les flux soient sécurisés. Il y a toujours deux routes. S'il y a un problème sur un câble, ça bascule sur l'autre. Donc, il ne faut que cette fameuse donnée, ou le service plutôt au client final, ne se coupe jamais, quels que soient les aléas qui peuvent arriver. C'était l'ancien patron d'Orange à l'époque, Didier Lombard, qui disait « On construit des autoroutes sur lesquelles ne roulent que des voitures américaines ». Alors c'est une belle image. C'est tristement juste, je vais dire. C'est qu'effectivement, ceux qui remplissent aujourd'hui les voies numériques sont en tout cas le top 4 mondial qui prend 80% de la place. C'est américain. C'est américain. Alors, il n'y a pas de fatalité. Je pense que les choses peuvent changer. Nous, on est une boîte qui a 35 ans. On a vu en fait des cycles. Au début, on était très télécom. Il n'y avait que les opérateurs télécoms chez nous. Puis sont arrivés les médias, qui étaient très forts. Et puis sont venus les financiers, les banques. Et maintenant, il y a effectivement GAFAM. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que demain, il peut encore y avoir des géants européens et français qui peuvent reprendre la main sur ces autoroutes-là. Dans l'ensemble de vos transits, c'est dans ces data centers, c'est les banques qui m'y font penser. Il y a des secteurs qui exigent des consignes de sécurité particulières ou... Oui, absolument. Il y a des données tellement critiques que, si vous voulez, même la fibre ne doit pas être à nu dans le data center. Elle est enveloppée dans de l'aluminium, de manière à ce que même si vous passez à côté, parce que vous allez dans une autre salle de data center dans le même bâtiment, vous ne pouvez pas venir écouter, parce que vous pouvez écouter la fibre avec un simple Tor. Qu'est-ce que c'est qu'un Tor? C'est un anneau que vous mettez autour d'une fibre optique, vous captez une fraction de la lumière et vous écoutez ainsi les flux qui passent. Ce genre de problématiques, on doit les résoudre pour nos clients. Surtout dans les data centers qui sont critiques comme les nôtres. Les plus critiques, c'est quoi? Parce que j'ai cité les banques. C'est les banques? Alors, il y a bien sûr les banques. Et puis tout ce qui est infrastructure régalienne. Vitale, voilà, régalienne, qui effectivement transite par là. Et puis, bon, il y a des données un petit peu plus sensibles que d'autres, effectivement, et la santé. Il y a certaines entreprises qui ont des secrets industriels très bien protégés, qui, par effet d'usage massif du cloud aujourd'hui, passent par nos data centers. Ceux-là également font l'objet de traitements spécifiques. C'est le choix de nos clients. Nous, on donne la palette. Il n'y en a pas
tant que ça, Samy. Enfin, moi, je discute beaucoup avec elles, donc c'est ce fameux terme on-premise, c'est-à-dire qu'elles aiment bien quand même garder le truc. Quand c'est vraiment critique, c'est ça. Mais en fait, elles aiment bien garder le truc chez elles. Voilà. Absolument. Mais ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, elles vont prendre de l'espace chez nous pour du on-premise. Et puis à côté, elles vont se connecter au cloud qui est voisin dans notre même data center. Et puis de l'autre côté, il y a l'opérateur télécom parce que l'on a besoin pour aller au bureau. Et à chaque fois qu'on fait un saut de puce d'un serveur à l'autre, on expose une vulnérabilité, et c'est là où il y a des granularités en fait, de sécurité qui se mettent en place. C'est comme si vous sécurisez une route. Non, mais est-ce que non, mais puis vous êtes un truc, c'est le phare. Est-ce que l'un de vos data centers a déjà été attaqué en permanence tout le temps? Oh, quoi, jamais si. Ils le sont en permanence tout le temps. Alors, faut faire la différence entre l'attaque au sens physique, parce que nous sommes... Ah non, je ne parle pas de l'attaque au sens physique, je parle de l'attaque digitale. Évidemment. Et l'attaque digitale. Alors, l'attaque digitale, ce qui est, j'ai envie de dire, heureusement pour nous, on ne la voit pas. Parce que notre limite de responsabilité s'arrête à la porte du serveur. C'est le transit. Le serveur, c'est celui d'Octave, c'est celui des clients, c'est eux qui opèrent la partie cyber. Nous leur donnons les outils, les moyens physiques de prendre ce contrôle-là, mais charge à eux, effectivement, de mettre les bonnes pratiques. Comment est-ce que vous prenez évidemment, la question, elle vient maintenant logiquement, donc c'est le numérique responsable de je ne sais plus combien, 4% des émissions de gaz à effet de serre, etc. Bon, c'est quoi le travail là-dessus d'une boîte comme Telehouse France et d'un géant comme le japonais KDDI? Alors, bien sûr, nous avons une responsabilité forte là-dessus. Mais avant de parler effectivement du travail qu'on fait sur ce terrain-là, j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental. C'est que le trafic Internet, depuis 2010, a été multiplié par 16. On l'a vu dans notre propre data center. Le workload, ça veut dire la charge des serveurs, chez nous, a été multiplié par 10. La consommation électrique de nos data centers a augmenté de 10%. Les data centers sont un piège à carbone pour le numérique. C'est-à-dire, bien que l'évolution de l'usage est exponentielle, en fait, il y a un effet de containment, pardon, pour l'anglais. Attends, ce que tu dis très clairement, c'est que l'ensemble des tâches qui sont digitalisées d'une certaine manière et qui passent par le data center, c'est autant de carbone émis en moins. Bien sûr. Ça, c'est ta conviction. C'est en ça pour moi, on décarbone l'industrie. D'un autre point de vue, on va aussi dire que grâce à nous, il y a l'économie circulaire, l'économie de partage, l'économie d'efficience, où on consomme moins de flux physiques, et donc on a un bilan carbone au global qui est négatif. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de responsabilité. Aujourd'hui, 100% de notre électricité est d'origine non fossile, décarbonée, nucléaire. Tu peux pas le garantir, ça. Alors, ne dis pas, tu ne peux pas le garantir. Non, mais j'ai en tout cas... c'est pas de ta faute, c'est une arnaque des fournisseurs d'énergie. Alors, on peut parler avec nos fournisseurs. Donc nous, l'électron, il est agnostique. Absolument, mais en tout cas, chaque kilowattheure, tu achètes des capacités. Engie, parce que notre fournisseur, c'est Engie. Engie s'engage à reverser même. Engie sont quand même un partenaire stratégique pour nous, tout à fait. Qui a une certaine crédibilité, et nous croyons en leur certificat, qui est public, encore une fois. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le PUE, le Power Usage Efficiency. Ça veut dire que le rapport entre la quantité d'électricité que les serveurs consomment sur la quantité d'électricité que tout le data center consomme doit être proche de 1, de manière à ce qu'il y ait une efficacité parfaite. Et ça, c'est un travail chez nous pour choisir des technologies qui le permettent. Il y a autre chose sur l'impact environnemental dont on ne parle pas assez, c'est l'eau, l'usage de l'eau. Historiquement, les data centers étaient refroidis par des tours de refroidissement énormément consommatrices d'eau. Ce sont les technologies qui sont encore utilisées d'ailleurs dans certains data centers. Mais nous avons pris la décision de les bannir complètement. Et tous nos data centers historiques qui utilisent l'eau pour refroidir vont être refaits sur la climatisation de manière à passer à ce qu'on appelle des technologies de refroidissement par air et donc passer à un usage d'eau quasi. Y compris dans des régions, parce qu'on va parler, là, l'actualité pour vous, c'est l'inauguration d'un grand data center donc, lié au Grand Paris. Bon, là, on a la Seine, on n'a pas de problème. Enfin, on peut... Néanmoins, on l'a vu d'ailleurs avec les sécheresses là. Oui, mais... nous avons une responsabilité. D'accord. De la même manière... Mais tu es sûr que ça ne dégrade pas ton bilan carbone de le faire par air plutôt que de le faire par eau? Moi, je suis toujours méfiant avec les esprits de système. En fait, il se trouve que les échanges thermiques sont plus efficaces d'air à air que d'air à eau. D'accord. Donc en fait, le gain, il est sur tous les tableaux électriques et sur l'usage de l'eau. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes presque militants, en fait, sur l'usage de l'eau dans les data centers. L'enjeu de ce data center, donc pour le Grand Paris? Le Grand Paris, effectivement, c'est pour le numérique,
c'est comme pour le transfert des flux physiques. Ça veut dire il va falloir... Aujourd'hui, Paris, d'un point de vue numérique, c'est très concentré sur l'hypercentre, dans le périphérique. Donc tout le trafic, là, le fameux data center qui fait transiter la moitié du trafic national, est dans Paris. L'enjeu demain pour Paris, c'est de contourner, de faire une grande périphérie. Il est dans Paris, mais ça doit coûter une fortune en matière d'empreinte immobilière quand même. Ça va. Disons que la nature des données est telle que ça justifie largement. Ça paye largement. Néanmoins, l'avenir est différent. Ça veut dire qu'il va falloir penser de manière presque urbanistique les flux numériques de la même manière qu'on pense les flux physiques, les gens, les transports en commun. Donc notre vision, c'est qu'il va y avoir une grande périphérie francilienne du numérique. Les Yvelines, donc nommément Manille et Hameaux, vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Pourquoi ? Parce que les axes de fibre internationale qui viennent de Francfort, de Londres, de Marseille et de Bordeaux, qui regardent vers l'Asie et les États-Unis, finalement vont pouvoir contourner le centre de Paris, qui, par des effets de travaux ou autres, peut avoir ce qu'on appelle des coupures de fibres, etc. Et donc, finalement, dessiner une ceinture numérique autour de Paris et garder ce rapprochement du contenu numérique au plus proche des utilisateurs. Mais on a une position géographique c'est une chance de la extraordinaire. Oui, voilà, c'est un don de la nature. On l'a peut-être pas toujours bien utilisé. Ouais. On pourrait être un hub, véritable hub de données. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais alors, nous avons une ville extraordinaire qui s'appelle Marseille, qui est aujourd'hui une pompe à données, littéralement. C'est-à-dire les câbles sous-marins qui viennent de Singapour, d'Asie en général, d'Afrique, pour aller dans les grandes destinations du numérique qui sont aujourd'hui Francfort, Londres et Amsterdam, passent par Marseille. Nous avons tous les atouts géographiques pour faire de notre pays, donc Marseille et Paris, l'association de ces deux villes-là, un carrefour incontournable pour ces échanges de données. Un corridor mondial de data. Corridor. Et puis, avoir ce corridor-là, c'est créer de la valeur. Un petit peu comme pour la Suisse, un corridor des données financières ou des transactions financières, c'est incontournable. C'est sur la carte de chaque transaction qui inclut de l'argent. Nous pouvons faire la même chose pour les données par simple don de la nature. Et donc ça, c'est nous, notre, en tout cas, engagement vis-à-vis de la France. On a mis 1 milliard d'euros sur la table d'investissement sur les data centers. Parce qu'il faut des data centers pour ça. Les data centers, c'est quoi ? C'est les aéroports. Bien sûr. Ce sont les carrefours, quoi. Donc, nous allons mettre des data centers à Paris, à Marseille, et nous allons continuer d'encourager ces flux de données qui viennent de partout dans le monde à atterrir sur notre sol national. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à contourner la France ? Disons que les grandes places européennes, aujourd'hui, c'est plutôt Francfort, Londres, Amsterdam. Alors, contourner la France géographiquement, c'est difficile. Ouais. Néanmoins, la destination finale sont plutôt ces trois villes-là. Nous souhaitons pousser la France. Paris, c'est quand même dans le top 4 mondial, hein, on n'est pas ridicule. Nous pensons que nous pouvons aller titiller Londres, non, mais tu sais, peut-être Francfort. Je veux le dire tranquillement, moi je connais des entrepreneurs marseillais, importateurs de fruits et légumes qui préfèrent décharger à Gênes ou en Espagne plutôt que décharger à Marseille et c'est juste. Faire le reste. C'est juste aujourd'hui. Eux-mêmes en pleurent, hein, eux-mêmes en pleurent. C'est terrible de Gênes et de Barcelone, voilà, sur les câbles sous-marins également. Ouais, voilà, c'est pareil. C'est pareil. Mais voilà, rien n'est perdu. Moi, je suis un optimiste. J'y crois. Formidable. Merci de nous avoir permis de faire connaissance avec ce groupe et cette activité. Et évidemment, on se retrouve bientôt.